La bourse cash. Igor Demac nous rejoint. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne. Alors que les obligations françaises sont sous forte pression encore aujourd'hui, vous venez rendre justice. Votre verdict est-il clair aujourd'hui? Toujours, il l'est. Pour vous, et je découvre votre verdict en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs là, pour vous, la dette française est toujours investissable? C'est le message que vous venez faire passer, oui. Vous l'assumez? Après, je l'assume, après ça dépend du prix. Donc on voit qu'il y a un mouvement de correction de prix, donc évidemment elle n'est pas toujours achetable au même prix. Il faut simplement savoir où cette prime de risque va s'arrêter. Mais pour refaire un tout petit peu d'histoire, parce que j'aime bien l'histoire de France, il n'y a eu qu'une seule faillite de l'État français en 1797. Donc ça veut dire quand même que les faillites des États de droit dans les pays occidentaux sont très rares. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais l'occurrence est très rare. Et puis, une dette d'État, finalement, ça me rappelle aussi la première rente perpétuelle créée par François Ier en 1522, gagée sur la signature de l'Hôtel de Ville, c'est que ça ne se rembourse jamais vraiment, donc ça se refinance. Toute la question étant de savoir à quel coût. Et là, on voit bien qu'avec l'écart entre la rémunération du taux souverain allemand, donc de l'obligation à 10 ans allemande et de l'obligation à 10 ans française, eh bien, on a une prime de risque qui est attribuée à notre État, mais qui entraîne aussi les autres pays un peu moins bien notés que l'Allemagne. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez justement cet écart s'accroître après l'annonce de la dissolution entre l'Allemagne et la France, le 10 ans français à peu près au même niveau que le 10 ans portugais, pas très loin du 10 ans espagnol non plus. Enfin voilà, l'Europe devient clairement, et peut-être définitivement c'est un grand mot, mais plus structurellement un pays d'Europe du Sud là. Enfin, comment est-ce que vous voyez la chose? Bah là, on est un pays des deux Europes en fait, hein, géographiquement et philosophiquement et économiquement. Ouais, mais de moins en moins des deux là sur le marché, de plus en plus du Sud. Il y a eu des cas où l'écart était beaucoup plus important, notamment dans la crise de la zone euro. Le niveau absolu des taux est quand même faible. La BCE a baissé ses taux directeurs. Donc je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est soutenable l'effort de paiement des intérêts et de remboursement de la dette? La réponse est oui. Qu'est-ce que cette prime de risque indique aujourd'hui? C'est d'abord l'incertitude politique, les marchés n'aiment pas. Deuxième sujet, et c'est un sujet qu'on va avoir à traiter après les résultats de l'élection, c'est la crédibilité budgétaire. Ça ne dépend pas forcément du parti qui est élu. On l'a vu, Liz Truss, qui était parti de gouvernement classique anglais, avait un programme non finançable, s'est fait sanctionner. Monsieur Matteo Salvini aussi. Madame Meloni, à l'inverse, elle a plutôt été plébiscitée. Et on voit d'ailleurs les chiffres d'endettement public de l'Italie qui sont très nettement corrigés depuis le Covid, alors que les nôtres sont beaucoup plus, je dirais, sujets à critique, parce que la tendance est très mauvaise. On n'a pas un déficit, on n'a pas un budget en excédent depuis 1974. Ouais, 50 ans. Donc c'est ça que les marchés. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, probablement, il y avait une complaisance sur les finances de l'État français avant, que cet événement d'incertitude fait ressurgir le fait qu'on n'a pas réussi à faire des efforts, quelles que soient les mandatures précédentes. Il y a eu des moments où on était quand même plus ou moins mieux parce qu'il y avait plus de croissance, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce que ça valorise. Et en fait, vous avez deux étapes. Soit les agences de notation dégradent, soit après, c'est le rôle des marchés financiers. Et pourquoi les marchés financiers sont importants? Parce qu'en fait, ils sont détenteurs de dettes françaises. Ils étaient détenteurs à 70%, ils le sont à 50%, mais c'est quand même eux qui font les prix. Est-ce que à ce niveau taux, parce qu'effectivement c'est l'écart de taux avec l'Allemagne qui s'accroît, mais bon, le 10 ans français pas non plus à 12%, on est à 3,10. C'est plutôt le Bund 10 ans qui a baissé. Exactement. Donc l'écart avec l'Allemagne, et voilà, de plus en plus le marché dissocie la France et l'Allemagne. Alors ça c'est peut-être embêtant, mais est-ce que à 3,10 le 10 ans français, est-ce que le marché reste à vos yeux complaisant encore à ce niveau-là? En fait, il est complaisant pour la dette d'une manière générale, parce que quand on a la dette des États-Unis et puis le déficit structurel, nous, on doit être un déficit structurel autour de 4,5-5%. Le déficit américain est plus élevé. Donc, de toute façon, il y a une complaisance pour les endettements publics. À chaque crise, on rajoute, je dirais, entre 15 et 25 points de dette publique. Donc, je ne vais pas dire que le monde des marchés financiers n'est pas complaisant. Sachant que comme on est dans des économies qui sont financées par la dette de consommation, c'est un peu un cercle, entre guillemets, vicieux. Je modulerai mon propos par le fait qu'avec de l'inflation, on réduit aussi le poids de la dette. C'est notamment après les deux grandes guerres. Il faut savoir que la France avait en masse la plus grosse dette publique en 1914 du monde. Donc on est quand même aussi un serial killer en termes d'emprunt. Mais aujourd'hui... Mais on était une des toutes premières, vraiment toute première puissance mondiale aussi à l'époque. C'est un peu moins... Tout à fait. Alors ce qui accroît beaucoup les dettes,
c'est la guerre. Ça a toujours été comme ça. Et on ne peut pas dire qu'en ce moment, on est dans une situation très pacifique. Donc tout s'explique. Est-ce qu'on doit mettre des primes plus importantes ? Le marché donne la réponse. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette incertitude politique, cette dissolution, ça met en place des mécanismes de marché qui sont assez classiques, ce qu'on appelle des macro trade, c'est-à-dire des paris sur les marchés. Donc c'est baisse des actions françaises, baisse des small caps, volatilité sur l'OAT, baisse des banques françaises, baisse de l'euro et refuge vers la qualité, c'est-à-dire l'Allemagne. Est-ce que vous vous dites que, oui, s'il y a une paralysie parlementaire à l'issue de ces législatives, ce qui est probable, enfin voilà, on voit pas de majorité. Les sondages semblent indiquer. Pour l'instant, pas de majorité absolue et une majorité relative complexe à organiser. Ce serait un moindre mal ou ce serait aussi mal qu'une majorité absolue dont le programme économique déplaît au marché ? Alors, ça c'est un peu de la politique fiction, mais si rien ne se passe, on l'avait vu en Belgique quand il n'y avait pas eu de gouvernement pendant plus de 300-350 jours, finalement c'est peut-être un moindre mal parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de dérapage ou il n'y aura pas de coup de barre à gauche ou à droite de la politique. Je pense quand même que derrière tout ce stress, il y a un stress ambiant qui est la déconstruction de l'Europe, de la zone monétaire, de l'euro. Donc ça, c'est un scénario qui va trop loin. Mais évidemment, on a donné, et ça fait quand même plusieurs décennies qu'on donne à nos amis anglo-saxons, l'opportunité de nous fragiliser en faisant ce genre de macro-trend sur nos obligations et nos actions. Alors on apprend aujourd'hui que la Banque publique de développement reporte l'émission d'un green bond qui était prévue aujourd'hui. Cette émission elle est reportée. Vous pensez qu'on aura comme ça pas mal de reports d'émissions, d'adjudication de la France là, vraiment la meilleure période, non pas qu'il n'y a pas des acheteurs naturels de dette, puisque de toute façon il y a plus d'acheteurs de dette que d'actions par construction, parce que les populations vieillissent et sont plus acheteurs d'obligations, mais là c'est pas le bon moment. Au moment de timing, on a des spreads qui s'écartent. Je pense que ça reviendra entre guillemets un peu plus dans l'ordre quand on aura une vision un peu plus nette de la coloration de l'Assemblée nationale. Et il va falloir encore attendre deux petites semaines. Étienne nous appelle depuis la Tour Euronext, la séance en direct. Dans les yeux, le CAC 40, Étienne, on est du coup dans le rouge, très nettement en baisse encore aujourd'hui. En effet, une baisse plus importante qu'hier, puisque pour l'instant, vous avez un CAC 40 qui perd 2,5%, quasiment sur les plus bas niveaux de la séance, avec un CAC 40 qui met en danger désormais les 7500 points, 7516 points. Et figurez-vous que depuis aujourd'hui, le CAC remet les compteurs à zéro, puisque depuis le 1er janvier, la performance est légèrement négative, moins 0,2% depuis le 1er janvier pour l'indice parisien. À noter des volumes d'échanges qui sont vraiment importants, plus de 3 milliards d'euros négociés dans l'indice à moins de 2 heures du fixing, avec les vendeurs qui ont vraiment la main depuis plusieurs jours. Aux intervenants, vous avez attention de ne pas casser le seuil symbolique des 7770 points. Depuis qu'il a été franchi, ça n'en finit plus de baisser. Et pour l'instant, il n'y a pas de relais à la hausse. C'est beaucoup d'attentisme. Oui, et en plus, c'est vrai, beaucoup de considérations techniques. Une accélération baissière due à des paliers techniques qui ont été enfoncés. On en parlera avec Andrea Tweny, il sera avec nous tout à l'heure depuis Saxo Bank. Ce sera aux alentours de 16h30. Étienne nous le disait, on a effacé nos gains là, depuis le début de l'année, désormais sur le CAC 40. Alors, investisseur que vous êtes, Igor, et puis vous êtes au contact des clients qui doivent aussi réagir. Est-ce que vous leur dites, c'est peut-être un point d'entrée ou on attend ? Oui, ça commence à être des points d'entrée, mais comme il y a encore un volet d'incertitude sur le résultat des élections législatives, sur la constitution de la majorité, sur les programmes budgétaires, il y a aussi les élections américaines. Je vous rappelle que quand on cumule l'âge des deux candidats, c'est 158 ans. Donc je pense qu'on va avoir des épisodes de volatilité. Alors on ne le pressentait pas forcément pour les élections européennes, quoique les sondages étaient quand même assez bien ficelés, j'allais dire. Mais il n'y a pas besoin de se presser. De toute façon, nous, on a une stratégie toujours d'acheter par tranche, progressivement sur les marchés. C'est bien l'atout des marchés financiers liquides, c'est que ça baisse, et quand ça baisse, on peut racheter. Une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, on va vous la soumettre. Sur notre fil XBFM Bourse aujourd'hui, notre fil LinkedIn. Quelle a été, à vos yeux, la plus grande surprise de la semaine sur les marchés ? Est-ce que ce sont les tensions sur l'OAT, la France ? Est-ce que c'est Apple qui est redevenu quand même cette semaine et encore aujourd'hui la première capi mondiale ? Est-ce que la plus grande surprise, ça a plutôt été la Fed, un peu plus restrictive, mine de rien, ou l'annonce d'hier soir, Casino qui va revenir dans le SBF 120 ? Voilà, 4 options, 4 propositions. Pour vous, quelle a été la plus grande surprise ? Je serais mauvaise langue si j'occultais la dissolution, plus que les conséquences, puisqu'une fois qu'on fait cette dissolution... Ouais, mais la question, c'est pas le plus grand choc. La surprise. On n'est pas surpris que l'OAT stand après la dissolution. Non, on n'est pas surpris. Les 4 éléments que vous mentionnez ne sont pas des surprises. C'est des macro-trends ou des décisions. Bon, la Fed, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle hésite. J'étais plutôt rassuré que la BCE fasse cette baisse de taux et soit la première.
Alors vous tous, vous votez, vous n'hésitez pas à continuer de voter, nous laissez vos arguments en commentaire, on rebondira dessus notamment à partir de 16h30 avec la famille BFM Bourse. Pour l'instant, la plus grande surprise des votants sur les réseaux, c'est quand même l'OAT qui se tend à 41%, vous êtes surpris par l'OAT qui se tend, à 28% par le retour de Casino dans le SBF 120, ah oui 28%, et puis à 20% Apple qui redevient la première capitalisation mondiale. En revanche, comme Igor, la Fed plus restrictive, ça vous surprend absolument pas. Voilà, n'hésitez pas à continuer de voter, donc on continuera de rebondir sur vos votes tout au long de l'émission. Merci beaucoup Igor de nous avoir accompagnés cet après-midi. Vital épargne régulièrement à nos